Misha, Memoir of the Holocaust Years. C'est un récit publié aux États-Unis en 1997, dont le titre, comme vous l'entendez, était explicite. L'histoire d'une petite fille qui, en 1941, à l'âge de 4 ans, s'est retrouvée orpheline, ses parents ayant été arrêtés par les nazis. Elle s'est cachée dans la forêt, aidée par des loups pour survivre, ce qui a donné le titre français du livre, Survivre avec les loups, puis le film. En 2007, pauvre petite fille juive, vaillante, traumatisée, mais tout est faux. Et on commençait à le savoir bien avant la sortie du film. Presque en même temps, en 1995, un autre personnage, adopté par un couple zurichois dans son enfance, prend un nom polonais, Binyamin Wilkomirski, et signe un livre racontant son enfance en Pologne, puis dans 2 différents camps nazis, Majdanek et Auschwitz. Prouesse de sa survie, en vérité, impossible à croire, et succès de librairie salué par une critique qui fait même l'éloge de la pauvreté factuelle du récit, signe d'une immersion dans la tête de l'enfant. Le goût du faux a même ses virtuoses. L'un d'eux est le syndicaliste espagnol de Catalogne, Enric Marco, qui à partir de 1975, à la fin du régime franquiste, raconte son exil en France après la guerre d'Espagne, son arrestation par la Gestapo à Marseille, son internement au camp nazi de Flossenburg, où il y avait moins d'Espagnols qu'à Mauthausen, mais qu'à cela ne tienne, le voilà en 2003 élu président de l'amicale de Mauthausen. C'est au moment où il va prendre la parole lors de la cérémonie de commémoration de la libération de ce camp, en 2005, aux côtés du président espagnol José Luis Zapatero, que l'imposture devenue claire l'arrête en plein vol. Même la fin du spectacle mythomaniaque a été spectaculaire. Mais qu'est-ce qui peut conduire à s'inventer soi-même aussi radicalement? De quel désir secret s'agit-il? Des désirs intemporels ou d'une couleur singulière à notre époque? Et d'où vient la capacité à faire accroire le faux à tant de monde? Bonjour Astrid von Buskist. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeure de théorie politique à Sciences Po Paris. Vous avez beaucoup de travaux à votre actif et il y a quelques mois, vous vous êtes emparé des sujets que je viens d'évoquer en publiant L'ère des impostures chez Albin Michel. Et bonjour Sonia Kronlund. Bonjour. Sur France Culture, vous produisez depuis 2002 j'ai presque envie de dire la mythique, mais comme on parle de mythomanie, je vais éviter le mot, la très fameuse émission Les Pieds sur Terre, documentaire quotidien que vous introduisez, puis les sons parlent d'eux-mêmes. La mythomanie vous passionne, Sonia Kronlund. J'ai découvert ça en préparant cette série. Vous avez publié chez Grasset en 2024 un livre intitulé L'homme aux 1000 visages. C'est aussi le titre d'un film que vous avez réalisé. On vous y voit mener l'enquête. Mais d'où vient cette passion en vous pour la mythomanie ? C'est une question que je me suis posée. J'ai eu 7 ans pour me la poser, c'est-à-dire 7 ans d'enquête pour essayer de comprendre à la fois pourquoi ça m'intéressait et pourquoi cet homme que j'ai essayé de pister, sur lequel j'ai enquêté, qui s'appelle Ricardo et qui est un homme aux 1000 visages. Donc j'ai eu un peu le temps de me poser la question. Il y a des petits éléments biographiques. J'ai croisé quelques spécimens de mythomanes bien gratinés. J'ai vécu avec un Américain qui se faisait passer pour anglais, qui se faisait passer pour éditeur, qui partait le matin et qui revenait le soir alors qu'il allait en bibliothèque. Donc à 20 ans, ça fait quand même un drôle d'effet. Et puis, l'imposture me concerne aussi, au fond. Il y a un moment donné où moi j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas vous. On dit que c'est souvent plus féminin, vous savez. Oui, c'est possible. Parce qu'on, voilà... Mais oui, c'est tout à fait possible. Sommes-nous à la bonne place? Mais est-ce qu'il y a un féminin? Est-ce que vous qui avez travaillé dessus, est-ce qu'on dit impostrice? Non, je crois pas, mais c'est vrai que je rencontre plus de femmes dire qui ont qu'elles se ce sentent petit illégitimes. symptôme, etc. Mais bon, c'est pas non plus... c'est bien de douter un peu. Enfin voilà, ce sont des raisons à la fois parce que je me sens concernée et parce que j'ai croisé quelques mythomanes bien gratinés. Et comment vous les avez trouvées, ces femmes qui sont amoureuses, qui ont été amoureuses d'un homme qui ne s'appelle pas toujours Ricardo selon les histoires, mais vous avez fini par fixer son identité. Comment les avez-vous rencontrées, chassées, si j'ose dire? Alors, je ne sais pas chasser. Pour être sûr d'avoir un bon gibier à nous servir, un livre excellent, un film drôlissime. Je vous remercie. Franchement, oui. En fait, ça commence avec Les Pieds sur Terre. Et donc, je reçois un coup de fil un jour d'une amie d'amis qui me dit qu'elle est enceinte de 8 mois d'un chirurgien brésilien qui s'appelle Ricardo et qu'elle vient de découvrir, qui s'appelle pas Ricardo, qu'il n'est pas chirurgien, qu'il est à peine brésilien et qu'il a
5 autres femmes en même temps, 5 autres prénoms, 5 autres métiers différents. C'est-à-dire qu'avec une femme, il est photographe, il s'appelle Daniel, avec une autre, il est je sais plus quoi, et il s'appelle Alexandre, voilà. Donc en fait, je reçois ce coup de fil et je fais un pied sur terre de voilà, un peu classique, et cette histoire m'est restée et j'ai voulu rencontrer toutes les femmes. Ça a été assez difficile, Vous avez parce voyagé, hein? que oui, j'ai Pologne, voyagé, je suis allée au Brésil. Brésil, j'ai essayé de retrouver d'où venait cet homme et puis à la fin de le retrouver lui. Mais d'abord, il a fallu rencontrer, le plus de victimes possible. Hem Victime, hein. et oui, je Vous regarde vous Astrid, assumez le mot? je fais attention à ce que je Pourquoi? dis. Ah, Mais il a fallu, ouais, rencontrer le plus de victimes possible et essayer de comprendre aussi l'effet que ça fait de l'effet abyssal et vraiment bouleversant que ça fait de vivre avec quelqu'un qui n'existe pas finalement, qui est une projection complète, dont on ne sait pas qui est la personne. Les souvenirs, par exemple, qu'est-ce que vous faites d'un souvenir, magnifique avec quelqu'un et de toutes les projections, en fait, imaginaires qu'on fait dans l'amour, quand tout ça est faux? Donc, c'est pour le moins déstabilisant, je peux vous le dire. et bien évidemment, ces absences sont nécessaires puisqu'il a plusieurs liaisons en même temps dans plusieurs pays et il sait incroyablement s'éclipser en narguant de maladies dans sa famille, de nécessité d'aller opérer, des enfants ou d'autres au bout du monde, et cetera. Astrid von Buskis, on va en parler, mais vous vous intéressez à un certain désir d'être quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un venant d'un peuple où il y a eu beaucoup de souffrance, une étrange séduction pour des individus qui proviennent de quelque chose comme une souffrance historique. On va y venir, mais est-ce que vous avez regardé un peu tout ce qu'a fait Sonia de Kronlund sur la mythomanie? Est-ce que le jeu du mythomane chez le personnage qu'elle explore, néanmoins, a parlé de quelque chose, qui qui concerne votre travail? Oui, j'ai beaucoup aimé le livre de Sonia Kronlund et pour répondre à la question d'impostrice, je l'utilise parce que, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de femmes qui n'ont pas seulement le syndrome de l'imposture, hein, c'est peut-être une règle sociologique, mais dans une de mes catégories, on ne trouve quasiment que des femmes et des femmes éduquées, ce qui est tout à fait intéressant. Oui, je crois que on partage un certain nombre de questions communes. La première, c'est quelle est la motivation de ces individus qui se font passer pour quelqu'un d'autre, que ce soit des victimes ou non d'ailleurs. Comment les juger? Est-ce qu'il faut adopter une focale psychologique? Est-ce qu'il y a un jugement plus sévère, plus scientifique qu'on pourrait leur opposer? Et troisièmement, qu'est-ce que ça révèle? Et je crois que toutes les deux, on essaye de comprendre ça. Qu'est-ce que ça révèle de notre société? Qu'est-ce que ça révèle non seulement de la fragilité psychologique des individus, mais aussi de l'ère du temps? Et à ce propos, je voudrais tout de suite dire, aux personnes qui nous écoutent que il y a un point philosophique majeur, qui est au cœur de votre travail, c'est que nous sommes dans une époque où nous avons une injonction de nous inventer nous-mêmes, liberté individuelle, capacité à devenir quelqu'un par soi-même, et cetera. Mais c'est une époque qui sanctionne gravement certains types d'invention de soi. Ça, c'est le paradoxe qui est le début de votre livre? Oui, je crois qu'on vit dans cette double contrainte que la société nous impose. On est à la fois, ça c'est un peu la thèse foucaldienne ou post-foucaldienne, c'est-à-dire le management de soi est quelque chose d'à la fois désiré mais toxique, c'est-à-dire soyez qui vous êtes, exprimez-vous, soyez parfaitement libre dans le choix de votre identité. Mais ça marche pour le genre, par exemple, relativement bien, disons. Disons que c'est socialement Ce qui ratifié. n'est pas rien, il n'a pas été gagné. Changer de genre, c'est en train de devenir quelque chose qu'on comprend, qu'on connaît, qu'il y a beaucoup d'opposants, hein. Il y a quand même beaucoup de trans qui se font casser la figure dans le monde, il y a des meurtres, bon, mais il y a des des pays où on commence à entendre, à protéger, peut-être même à favoriser, où on entend cette souffrance. Mais changer de race, par exemple, puisque le mot est maintenant de nouveau très utilisé, c'est un tabou puissant. C'est un tabou très puissant, donc ça, c'est typiquement une des frontières qu'il est impossible de transgresser. C'est-à-dire que la liberté ou l'autonomie ne vaut pas
en tout cas pour l'instant, dans ce domaine-là. Autant dans les transitions de genre, on dit que c'est la subjectivité individuelle qui doit être prise au sérieux, autant là, cette subjectivité-là, même dans des cas tout à fait sincères, je dirais, d'admiration pour, en l'occurrence, une autre ethnie ou une autre race peut être reconnue, elle est tabouisée par le groupe lui-même, c'est-à-dire par le groupe d'accueil. Et c'est intéressant, parce que c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça révèle? Il me semble que les imposteurs révèlent quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire certaines frontières ne sont pas transgressables et, d'autre part, obligent les groupes auxquels les imposteurs aspirent à redéfinir leurs propres frontières identitaires et leurs propres frontières de l'existence. Donc ils ont un effet, ces imposteurs. C'est pas seulement des individus comme ça, des petites lucioles qu'on attrape comme ça au vol, comme les 3 histoires que vous avez racontées tout à l'heure, qui sont à la fois tout à fait exemplaires mais très singulières. C'est aussi un phénomène social ou de société qui me semble accessible à la philosophie ou à l'analyse politique. On va revenir au cas que vous évoquez, vous, où l'appropriation culturelle, c'est le terme employé, est gravement reproché à ceux qui se prétendent d'origine amérindienne, alors qu'ils ne le sont pas. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, disiez-vous, on va entrer dans ces histoires et dans ces problèmes. Mais je voudrais rester tout de même sur quelque chose qui relève de la jouissance de l'imposteur, qui prend des risques terribles. Il y a l'exemple que vous donniez, Sonia Kronlund, dans votre histoire, celle que vous avez trouvée de ce fameux Ricardo qui trompe un nombre de femmes, enfin qui trompe, il a plein d'histoires, mais qui les trompe au sens où il ne dit pas qui il est vraiment. Il y a un cas où il se dit chirurgien dans un hôpital, enfin qu'un grand médecin, et Marianne, l'une des femmes qu'il aime, tombe enceinte, et il lui dit mais il faut absolument que tu accouches dans l'hôpital où je suis, ce qui est quand même une prise de risque terrible, puisque ça n'existe pas, cette identité de médecin dans cet hôpital. Cette jouissance de la prise de risque, je voudrais qu'on en parle. Écoutez le film de Sonia Kronlund, L'homme aux 1000 visages, en 2024. Il m'envoyait des photos de ses couloirs d'hôpitaux, de son lieu de travail, de la vue depuis l'hôpital, de scènes du quotidien. Il m'envoyait des photos, il me montrait des vidéos. Mais moi, je ne suis jamais allée. Il m'a proposé 1001 fois d'y aller, de venir, mais je n'avais pas le temps, l'occasion s'est pas présentée. Et puis après, quand je suis tombée enceinte, il m'a proposé de me faire suivre là-bas, dans cet hôpital, puisqu'il connaissait bien les gynécologues, qu'après je pouvais accoucher là-bas, etc. et tout. Et c'est moi qui n'ai pas voulu parce que je trouvais ça très loin. Et donc il s'est vexé, il était pas content, il comprenait quand même, enfin il trouvait ça un peu pas très sympa de ma part de quand même pas vouloir me faire suivre par ses collègues. Et puis il m'annonce que sa mère est tombée dans le coma, donc en urgence il part et aux États-Unis. Mais c'est vrai que pendant toute cette semaine, au final, il m'envoie jamais d'images, de photos. Je fais une mauvaise blague, donc je lui dis comme tu m'envoies aucune photo, je vais finir par croire que t'es encore à Paris. Et il prend extrêmement mal cette blague. Et donc il m'appelle et on a une dispute. Et il me dit que je suis vraiment un monstre. Je me remets un peu en question et je m'excuse. Très intéressante scène, je trouve. Je vous laisse la commenter, Sonia Kronlund. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a déjà une fille formidable qui s'appelle, que j'ai appelée Marianne et qui est à l'origine de ce projet auquel je souhaite rendre hommage parce que c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup accompagnée et aidée dans cette enquête. Donc en fait, l'idée, c'est essayer de comprendre pourquoi finalement ce type fait ça. C'est-à-dire que si c'était pour de l'argent, si c'était même pour obtenir de l'amour, il n'a pas besoin d'avoir 5 identités différentes. Il n'a pas besoin de dire à Marianne, viens, je t'en supplie, viens boire à l'hôpital, t'es vraiment insupportable, tu t'intéresses pas à mon travail, etc. Donc pourquoi il fait ça? Oui, alors que si elle disait oui, il serait bien embêté. Voilà. Parce qu'il n'existe pas d'hôpital où il travaille. Exactement. De la même manière, à la fin du film, et je le raconte aussi dans le livre, je vais le filmer en lui racontant un mensonge aussi gros que ce qu'il a raconté pendant des années. Il accepte d'être filmé,
Rien ne l'oblige. Il va être exposé, les gens vont voir ce film en Pologne, là où il vit. Pourquoi il fait ça? Alors, il y a une petite satisfaction narcissique, certes, mais en fait, à la fin, si vous voulez, de cette enquête, ce que j'en ai conclu provisoirement, c'est que c'est une addiction, en fait, mentir. C'est-à-dire que c'est comme un shoot d'adrénaline, c'est une jouissance, comme vous dites, c'est une excitation incroyable, de la prise de risque. Alors, enfin, je ne connais pas très bien la psychologie des héroïnomanes, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose aussi du danger, ou des gens qui jouent au casino, peut-être que ça se rapproche plus de l'addiction du joueur. C'est-à-dire, voilà, on remet quand même sur le tapis sa vie à chaque fois. Et je pense qu'il y a chez lui vraiment une grande partie de ça. Et sa fragilité, parce que quand elle lui dit, Marianne, mais tu m'envoies pas de photos, je me suis demandé si tu n'étais pas restée à Paris, peut-être est-ce vrai, en tout cas il se fâche. Hein. Oui. Et est-ce que c'est même dangereux, un imposteur piégé? Là, il n'est pas piégé, il y a une suspicion de quelque chose. Devient-il agressif? Oui, enfin ça c'est tous les pervers, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc il se sent en danger, il attaque. Comment oses-tu? Ma mère est en train de mourir. Enfin voilà, il se défend comme un pervers. Parce qu'il y a C'est aussi... pas un acte de rupture, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec ce bébé puisqu'elle elle était Ah non, enceinte? non, non. Enfin, Il ça, vit- je il est toujours m'abstiens dans sa de vie? donner des nouvelles de l'enfant. J'ai promis de ne pas en parler. Mais Mais du couple alors, il il a quand même existe une toujours? structure perverse. La mythomanie étant, comme vous savez, plus répertoriée comme une maladie mentale dans le DSM-3. Enfin, c'est la classification des maladies mentales. Donc, c'est une sorte de cocktail. Donc, vous avez un peu de perversion, un peu de narcissisme, un peu de schizophrénie, un peu de paranoïa. Enfin, c'est un cocktail un peu personnalisé selon les individus. Et là, donc, en lui disant ça, en l'attaquant, c'est sa perversion qui s'exprime. Il est aussi très manipulateur. Donc je comprends bien que vous ne vouliez pas raconter dans le détail ce qui s'est passé pour toutes ces femmes. Si, si, je peux raconter pour toutes les femmes. Je ne souhaite pas parler de Ouais. l'enfant parce que je me suis Oui, oui, engagée à d'accord. ne pas en parler. Mais toutes ces J'ai pas femmes son ont accord. rompu depuis votre Ah film, oui, 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 elles ont tout compris. Sauf une autre Polonaise dont je parle, avec qui il s'est marié, avec qui il est resté longtemps, et j'ai appris récemment qu'il en avait divorcé. Je pense que, de fait, elle a cessé de lui être utile, et il est tout à fait probable qu'il ait des papiers polonais, qu'il est peut-être pas loin d'avoir la nationalité polonaise. Il a maintenant un boulot, il gagne à peu près sa vie, donc il a des papiers, il est en règle, donc il a dégagé la polonaise, qui a dû quand même finir par se lasser. Il y a quand même une chose que je trouve étonnante. Vous, d'une certaine façon, vous traquez le vrai contre un virtuose du faux. Et puis, sans doute pour des raisons que vous allez nous expliquer, liées à ces femmes qui ne voulaient pas s'exposer, pour 2 ou 3 d'entre elles, vous avez fait appel à des actrices. Ouais. Donc là, ça devient vertigineux, Sonia Kronlund. C'est-à-dire que vous faites appel à quelque chose qui n'est pas le vrai au sens c'est pas les vraies femmes, ce sont des actrices qui les jouent pour dénoncer le faux. Oui, oui, non, mais c'est un petit peu abyssal, et du coup, c'est ce jeu qui m'intéresse, qui m'intéressait dans le film. Elle ne voulait pas effectivement s'exposer, donc j'ai fait appel à une actrice et quelques noms professionnels. Il y en a une qui a même choisi l'actrice qui allait interpréter C'est vrai? son propre rôle. Et Oui, on a fait Marianne- un casting et tout. Ouais. Et cette Marianne, c'est Ah ben, je ne une vous dirai actrice. pas Si, lesquelles. je sais, Parce que moi, il j'ai s'agit de regardé les tous les noms Il s'agit au de les générique. protéger. Donc, en fait, vous regardez le film, vous ne pouvez pas savoir qui est une actrice, qui est une non professionnelle, etc. Parce que l'une d'entre elles, il se trouve, elle est enseignante et elle n'a pas envie d'arriver devant ses élèves en disant « Ah bon, tu as eu cette histoire, ça. » Donc, c'était une façon de les protéger. Mais un des défis de cette enquête, de ce livre et de ce film, c'était quand vous travaillez sur du mensonge, sur du faux, etc., il faut être précis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'amusait d'une certaine façon, c'est qu'il ne faut pas inventer des mensonges. Donc il fallait être précis dans les mensonges délirants que ce type avait mis en place. Mais le principe de l'actrice, justement, Non, mais ça introduit les quelque actrices chose ou- qui n'est pas la précision factuelle C'est parce absolue. qu'elles si. ont dit des textes strictement D'accord. transcrits des entretiens que j'ai faits avec les vraies femmes. Elles n'ont pas inventé une ligne de ce qu'elles racontaient. Elles ont prêté leur visage finalement. Et d'ailleurs, vous dites clairement au début du film, ceci n'est pas du journalisme.
Et je trouve ça au moins clair. Oui, enfin, je ne suis pas très claire là-dessus, en vrai, ni journaliste, documentariste, non-fiction, comme disent les Anglais, peut-être que c'est les anglo-saxons. Non-fiction with fiction, avec la fiction de l'actrice. Non, mais c'est pas un Oui, reproche, oui, c'est non, que ça, non, non, ça non, je rend sais la bien que chose c'est pas un encore plus, reproche. ça rend la chose encore Oui, plus oui. vertigineuse, et ça fait que vous n'êtes pas non plus donneuse de leçons morales. C'est-à-dire que J'espère vous-même, bien. vous faites avec le réel. Alors, est-ce qu'il faut avoir cette indulgence, d'une façon générale, avec le jeu, la manière dont on joue avec le réel, concernant les personnages et les histoires que vous évoquez, Astrid von Buski? Ce que j'ai aimé dans votre essai L'ère des impostures, c'est que je trouve que vous ne jugez pas trop. Vous dites que l'époque est trouble en termes de jugement. Il y a des choses qu'elle aime dans l'invention de soi et il y a de la sanction. Mais vous posez des questions, vous n'y répondez pas tout le temps vous-même. Alors, je vous propose de commencer par une vraie histoire dite d'appropriation culturelle, où vous me dites en plus qu'il y a surtout des femmes qui se sont adonnées à cela. Je ne sais pas pourquoi, vous m'expliquerez. Mais il semblerait qu'au Canada, beaucoup d'étudiants ou de personnages en général, pour entrer à l'université, mais aussi pour leur vie publique, se découvrent amérindiens. On appelle ça comment? Des pretendians. Je vous écoute. Des prétendus indiens, d'où le syntagme pretendians qu'on leur a accolé. Et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que disait Sonia à l'instant, c'est-à-dire que ici, après, je dirais un mot sur le jugement. Effectivement, j'essaye de ne pas trop juger, ni de faire une analyse morale ou psychologique de ces individus. J'essaye de comprendre comment ça s'emboîte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, comme Ricardo, ont un véritable effet dans le réel. Ce ne sont pas des effets de réel comme d'autres faussaires ou plagiaires. Là, c'est vraiment des effets directs sur d'autres individus. Les femmes, pour Ricardo, ici, les véritables autochtones d'Amérique du Nord ou du Canada. Donc ce sont des gens, essentiellement des femmes blanches, bien entendu, qui se sont inventés un destin d'ascendants autochtones. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça le passing à l'envers. Reverse passing. Il faut d'abord définir passing, si vous Alors, voulez bien. passing, c'est un phénomène assez récurrent au 19e et au 20e siècle aux États-Unis où des personnes noires deviennent blanches. Bon, pourquoi? Parce que le blanc est la couleur de la liberté, ça autorise un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire dans une époque ségrégationniste ou de racisme structurel, etc. etc. Bon, donc là, c'est l'inverse. Ce sont des blancs, j'emploie des termes génériques, hein, ça ira plus vite, qui deviennent noirs ou autochtones. Bon. Pourquoi? Pourquoi vouloir appartenir à une minorité qui généralement est moins dotée en capitaux de tout genre, qui est issue d'une violence colonisatrice ou esclavagiste? Donc je dis dans mon livre, c'est un passing descendant en quelque sorte, objectivement descendant, qui ne peut pas être comparé avec le passing ascendant, c'est-à-dire faire partie de la majorité, parce qu'ici, on veut faire partie de la minorité. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, la seule explication qui me semble plausible, c'est que... alors, il y en a une plus tendre, puisqu'on parlait de jugement, qui est de dire ce sont véritablement des femmes qui s'identifient au destin autochtone. L'explication plus probable, c'est que cela se fait pour des gains. C'est-à-dire que dans la politique de discrimination positive au Canada, par exemple, qui réserve des postes dans la fonction publique, dans les universités aux autochtones, eh bien, il y a un gain immédiat que de faire, à la fois symbolique et matériel, que de faire partie de cette minorité. Alors, un gain... Là, il y a quelque chose de quasi matériel dans ce que vous dites, mais vous connaissez l'expression de la jeunesse. C'est stylé. C'est stylé d'être amérindien. Ça, c'est un gain plus subtil, je dirais. Merci pour cette question, parce que c'est exactement ça. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie à la fois les mensonges, mais aussi le recours massif à l'ADN. Il y a une vague de recours à l'ADN, à la biotechnologie, et l'un des laboratoires britanniques d'ailleurs a publié une série d'extraits de demandes d'ADN, et où l'une de celles qui se fait tester dit « c'est chic
d'avoir une ascendance Oui, autochtone. mais si c'est pas vrai, elles vont échouer avec leurs tests. Bien Donc sûr là, qu'elles vont c'est de nouveau échouer. la prise de risque qu'évoquait tout à l'heure Sonia Kronlund. Comment peut-on avoir un test positif, sauf à considérer ce qui n'est pas exclu, que l'ADN et les tests, c'est un peu du pipeau. C'est pas exclure. Mais comment, si ce n'est par hasard ou erreur, quelqu'un qui sait très bien ne pas avoir d'ascendant euh, pourrait avoir un test positif? Alors, on ne peut pas avoir de test positif, sauf à quelques pourcentages près, puisqu'on a tous des ascendances très très mélangées, sans doute. L'intérêt dans cette affaire-ci, c'est que ce ne sont pas les individus, les faux autochtones qui ont eu recours au test ADN, c'était pour répondre à Ah, votre question, c'est oui, stylé, oui. c'est chic, ce sont les communautés elles-mêmes. Ah oui, parce qu'on a commencé à demander des critères, puisqu'il y avait tellement de gens qui Exactement, s'inventaient une histoire. exactement. Et du coup, paradoxe, même un peu dramatique, quoi. Les personnes qui viennent vraiment de populations amérindiennes, bon, ben, elles n'ont plus de preuves, C'est ça. elles n'ont pas de documents, on leur demande tout un tas de choses. Et puis, bon, les tests ADN, je crois que l'auditeur a compris ce que j'en pense. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit pas tellement probant. On se retrouve avec des gens qui seraient légitimes à avoir ces quotas, puisqu'ils existent, d'Amérindiens, et qui n'arrivent pas à prouver qu'ils font partie des légitimes. Exactement. Et donc, recours. Alors, la très grande perversité de cette évolution qui est hâtée par les imposteurs, c'est que les communautés, elles ne sont pas toutes d'accord sur le recours à la biotechnologie, mais la très grande perversité, c'est qu'elles recourent exactement aux moyens qui leur a été imposé d'une certaine manière dans l'histoire par le colon ou par l'esclavagiste, ou par les politiques anti-judaïques. C'est la goutte de sang qui revient, c'est-à-dire un nouvel objectivisme qui apparaît pour tester de la pureté de l'ascendance. C'est incroyable. Et ça, jamais ça n'a existé dans les tribus autochtones. Absolument jamais. L'identité était auto-assignée et réciproque. On se déclarait faisant partie et on était adopté par la tribu. Il n'y a jamais eu de biotechnologie qui est intervenue là-dedans. Donc ça, c'est une invention de la modernité contemporaine, hâtée sans doute par le nombre extraordinaire d'imposteurs qui se sont infiltrés dans les communautés. Sonia Kronlund, vous voyez un rapport entre cette envie de venir d'un peuple qui a beaucoup souffert, on va le dire comme ça, et les mythos que vous avez étudiés. Par exemple, je vais prendre un exemple. La sénatrice Elizabeth Warren, c'est bien ça, hein, Astrid C'est bien ça. von Buskist a suggéré qu'elle était amérindienne. Moi, je comprends même pas qu'on ait une prise de risque pareille, alors que c'est un personnage public. Pour vous, c'est ça, c'est l'idée que ça faisait chic, ou peut-être qu'elle croyait aussi Elle le sincèrement. croyait peut-être Voilà. sincèrement, mais ça lui a Bon. coûté sa candidature aux présidentielles américaines. Et en même temps, vous le dites très bien, comment ça se prouve? Peut-être qu'elle a effectivement eu un ancêtre amérindien et la génétique n'est pas... Donc c'est très complexe. Est-ce que vous voyez dans ces jeux d'identité des choses qui ressemblent à vos mythos? Et notamment à Ricardo, qui veut faire pleurer aussi un peu sur lui. Hein, sa mère a un cancer, puis sa mère meurt, puis il a quand même des histoires pas possibles. Est-ce qu'il y a un lien? J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, en vrai, j'avais envie de vous poser une question, si vous permettez, évidemment. Géraldine, la même que vous m'avez posée, qui serait pourquoi est-ce que vous êtes intéressée à ce sujet, en fait? C'est-à-dire que, au fond, vous dites que vous moralisez pas, etc., mais il y a quand même un propos sur la question de la victime. On en parlait avant que cette émission commence. Et vous avez quand même un discours sur la question de la sacralisation de la victime, que ces impostures révèlent, et de cette espèce de culture de la victime qui serait propre à cette ère des impostures. Et je me demandais pourquoi, en fait, vous aviez envie de dénoncer cette espèce de culture du trauma voilà, j'avais envie de vous poser cette question. Astrid von Buskist. Je crois que, comme vous le dites au début de votre livre, pas tellement pour des raisons personnelles, mais je trouve qu'il y a une sorte de fascination pour l'astuce de ces individus-là. C'est-à-dire, il y a comme Ricardo qui organise sa vie de manière mathématique, quasiment sur des fichiers Excel, il faut avoir de l'étoffe quand même pour devenir un imposteur de cette
envergure. Là, je parle moins des faux autochtones que des fausses victimes de la Shoah, qui ont tous pu bâtir leur fausse identité sur une documentation, pas tous, parce que Misha, dont vous parliez tout à l'heure, c'est un peu plus pauvrichon. Celle qui a vécu avec les loups, paraît-il. Celle qui a vécu avec les loups, mais Wilkomirski, que vous avez cité à la fin, mais sa bibliothèque était un laboratoire de la Shoah, donc il savait absolument tout sur tout. Il aurait pu très bien se contenter d'être un excellent historien de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Non, il fallait qu'il soit une victime. Et je trouve ça fascinant. Je vous propose qu'on l'écoute, Binyamin Wilomirski. Il est habité par son livre. Enfin, je vous propose simplement d'écouter ce qu'il dit en avril 1997 sur France Culture. J'aimerais que vous nous disiez simplement, Benjamin Wilkomirski, comment, à un moment donné, vous avez eu justement cette mémoire qui vous est revenue. Je dois dire que je n'ai jamais perdu mon mémoire. Il y avait toujours beaucoup d'événements qui sont restés chaque jour dans mon mémoire. Mais naturellement, quand on commence à fixer ça sur papier, on s'occupe de la mémoire d'enfance et beaucoup d'autres choses commencent à revenir. Et très souvent, j'ai eu une mémoire du corps, un sentiment, et je commençais à me concentrer et tout à coup, pendant une journée, la mémoire est revenue. Il faut peut-être savoir que quand j'étais enfant en Suisse, écolier, assez souvent, les après-midi libres, je suis allé dans le jardin et j'ai répété chaque mémoire, chaque détail que je me souvenais pour ne pas oublier. Et après un certain temps, j'ai commencé à écrire, et surtout pour mes enfants. Et je réalisais que mes enfants, parce que je parlais jamais de ces choses, ne savaient pas qui était leur père. Et pour eux, j'ai écrit, et c'était plus ou moins un hasard, par hasard, que c'est devenu un livre. Astrid von Buskis, vous avez dit, voilà, il connaissait très bien la Shoah, il avait toute une bibliothèque, il aurait pu devenir chercheur, etc. Mais en réalité, ce qu'on entend là, c'est qu'il veut jouer un personnage qui précisément a une mémoire douloureuse et n'est pas parfait sur le plan factuel. C'est-à-dire que si on a compris que c'était du pipeau et que Wilomirski, en réalité, voulait se prendre pour un ancien enfant déporté, juif, c'est justement parce que factuellement, c'était indigent. Donc le désir n'est pas le même. Le désir n'est pas de connaître parfaitement cette histoire avec un peu d'identification, comme n'importe quel chercheur peut l'éprouver face à ce type de matériaux. C'est un tout autre désir qui divorce complètement avec l'intérêt pour l'exactitude factuelle. Oui, absolument. Et il a trouvé un dispositif qui pouvait faire passer pour vrai, pour le comme si. Donc son désir à lui, c'est d'exister en tant que victime survivante de la Shoah. Ça, c'est son désir. Et je dois ajouter qu'il n'est pas le seul responsable et coupable de la reconnaissance dont il a bénéficié. Il a eu tous les prix du monde, il a été comparé à... il a gagné la finale, si je puis dire, du prix du livre juif contre Elie Wiesel, quand même, il fallait le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que toute cette histoire, je ne sais pas si pour Ricardo c'est pareil, mais j'imagine qu'il y a quelque chose d'analogue. Toute cette vie a été préparée. C'est-à-dire, ce n'est pas un Deus ex machina qui, du jour au lendemain, écrit un petit livre, ce petit livre fragment qu'il a écrit, qui est une mémoire hallucinée de son enfance où tout est faux. Il a été accompagné dans cette affaire par un ami psychologue israélien qui a recueilli sa parole. Qui y croyait. Qui l'a réconforté, qui l'a emmené en Pologne, sur les lieux des camps de concentration, qui l'a fait participer à un téléfilm israélien, où en direct à propos de tests ADN, le test ADN, il avait été découvert grâce à ce téléfilm israélien, par un père qui avait perdu son fils à Auschwitz et qui a reconnu en Wilkomirski son fils perdu. En direct à la télévision est révélé le test ADN
qui est évidemment négatif, Oui. peu importe ce que ça vaut, mais le père, le pauvre Joseph Morocco, il s'appelle, eh bien, a continué de croire que c'était véritablement son fils perdu. Donc, l'imaginaire attaché à cette période qui, à l'époque encore, parce que c'est important aussi de le dire, c'est-à-dire que les années 80 et 90, c'est encore la mémoire panoptique de la Shoah qui infuse encore beaucoup notre société mémorielle. Je crois qu'on a dépassé ce stade. Mais à l'époque, c'était très, très, très prégnant. Et vouloir y croire, c'est pour ça aussi que je dis qu'il n'est pas seul responsable et coupable. Le vouloir y croire du lecteur ou du spectateur, ils sont pour beaucoup, en plus des adjuvants qui ont accompagné ce parcours. La Société suisse de psychanalyse, par exemple, a bu ces paroles et Gansfried, un de ceux qui l'ont démasqué, a dénoncé la lâcheté des psychanalystes. Je voudrais qu'on remonte en arrière, puisque vous parlez des années 90, mais dans les années 70, des personnes qui parlaient se faisaient aussi accompagner par des historiens à propos de la Seconde Guerre mondiale, des camps. Et il y a un exemple paradigmatique. Moi, je fais partie des gens qui ont lu et vu le film de l'histoire de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Max Gallo, historien, a contribué à écrire son livre et donc à établir l'histoire du film. Or, la présence de Martin Gray, qui a perdu toute sa famille, et notamment à Treblinka, ça c'est sûr, mais sa présence à Treblinka n'est pas du tout avérée. Or, écoutez-le avec Max Gallo, le 5 octobre 1971 sur France Inter. Il faut que je vous dirai que j'ai un peur dans ma famille. J'ai perdu toutes les miennes encore une fois. Et pour moi, c'était comme je suis sorti de Treblinka à nouveau. Comme je suis sorti du ghetto de Varsovie. C'est à nouveau. Tous sont partis. C'est trop à dire. Max Gallo, vous êtes la voix de Martin Gray, vous êtes la plume aussi. J'aimerais que vous me contiez un peu l'aventure tout à fait exceptionnelle de Martin Gray. Quand j'ai vu dans la presse que Martin Gray, au-dessus de Cannes, un Américain avait perdu sa femme et ses 4 enfants. Je connais un peu les incendies de forêt dans cette région. J'ai donc imaginé l'ampleur des flammes. Mais j'ai vu aussi une série de mots qui étaient ghetto de Varsovie, Treblinka, capitaine dans l'armée rouge, fortune aux États-Unis. Et puis, peu à peu, nous nous sommes mis à parler. Et il y a eu un travail, je dirais, dans Martin Gray lui-même, de remise en ordre de ses souvenirs. C'est-à-dire que des nuits entières, il a pris des notes, il a parlé au magnétophone, nous avons parlé ensemble, et là j'ai vu ressurgir quelque chose d'exceptionnel. On connaît, il y a beaucoup de livres sur le ghetto de Varsovie, il y en a sur Treblinka, mais je crois que ce qui caractérise la vie de Martin Gray, c'est une vie aux extrêmes. Aux extrêmes, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas perdu 4 enfants et une épouse dans un incendie de forêt. Il va d'ailleurs refaire 5 enfants avec une autre épouse, tout en ayant le passé effectivement douloureux de juifs polonais. Mais alors c'est ça, c'est l'extrême qui fait qu'on se dit, j'écris sa vie et sa mère, sa sœur, je crois, ont été au camp de la mort Treblinka. Et ben j'ai beau être historien, je suis Max Gallo, je vais le faire passer par Treblinka. Astrid von Buskis. C'est Max Gallo, de son propre aveu, a dit qu'il fallait en rajouter, si je puis dire, à cette histoire douloureuse. Et donc, il a avoué ça a fait pas mal polémique, qu'il a romancé une partie de l'épisode de Treblinka. Il a été très très sévèrement attaqué, et pour partie Martin Gray, je veux dire, et pour partie un peu injustement, puisque son porte-plume est davantage coupable que lui-même, à mon sens, par Gita Sereni, donc cette grande historienne de la Shoah, qui dit qui a un argument intéressant qui a aussi été opposé à mes fausses victimes, c'est chaque histoire dont on prouve qu'elle n'est pas factuelle, donne du grain à moudre aux négationnistes et aux assassins de la mémoire, comme disait Vidal-Naquet. Bon. Ben oui. Et elle n'a pas tort, Et elle met d'ailleurs le livre à propos des années de publication, parce que c'est important, le livre de Jean-François Steiner, Treblinka, qui a eu le même effet sur le public 66, c'est-à-dire une histoire horrible qui a été lue par énormément de lecteurs. Il a fait polémique que dans les années 80.
À un moment où justement on allait vérifier d'un peu plus près ce qui figurait véritablement dans les livres, et c'est toujours Gita Sereni qui met sur le même plan Martin Gray et Jean-François Steiner, qui lui soutient cette fameuse thèse des Juifs qui se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. C'est textuellement dans son livre. Oui, donc la question quand même, elle est variable les réponses sont variables selon les individus, mais il y a peut-être du commun. Et je sais qu'elle vous intéresse, Sonia Kronlund, c'est pourquoi on ment. Mmh. Oui, pour qui oui, effectivement, ça m'intéresse de savoir pourquoi on ment et je me suis longtemps demandé s'il y a des situations dans lesquelles vous aviez consacré d'ailleurs une émission entière très intéressante à ça. Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles c'est acceptable finalement? Donc, pour étudier ce cas, j'ai beaucoup relu Reuven-Ogien, que vous connaissez, un philosophe. Reuven-Ogien, ça fait bien de lui rendre hommage. Oui, exactement, qui était un de mes meilleurs amis et donc qui m'a beaucoup appris et donc voilà, est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles mentir est acceptable? Est-ce que mentir pour faire plaisir? Est-ce que mentir pour ne pas blesser quelqu'un? Est-ce que mentir pour obtenir quelque chose de bien, pour le bien commun? Enfin voilà, il y a plusieurs manières de réfléchir à la question. C'est parce que sa propre vie n'est pas assez passionnante? Ah, vous parlez de Ricardo? Je parle de Martin Gray, je parle de gens qui ont souffert et qui voudraient tant qu'à faire avoir la souffrance qui est la plus reconnue, celle qui produit des larmes dans les yeux qui les écoutent. Peut-être Villimorsky, comment il s'appelle? C'est vrai que déjà, s'il n'y avait pas d'agresseur, il n'y aurait pas de fausse victime. Donc, voilà, c'est déjà une chose qui me semble importante à dire. Et à la suite de mon enquête, en fait, on m'a souvent posé la question de savoir s'il y avait des femmes imposteurs. Je vais rejoindre votre question. Et en fait, aujourd'hui, j'ai cherché, et les femmes imposteurs, en fait, que j'ai trouvées donc dans la vie quotidienne, qui est plus mon champ d'intérêt, c'est souvent des femmes qui prétendent avoir été violées, qui prétendent avoir été et qui donc sont de fait des fausses victimes. Et moi, j'y ai vu quelque chose de plus... Les fausses victimes du Bataclan, ce sont des femmes. Voilà. Mais du coup, moi, j'aurais plutôt une lecture genrée. C'est-à-dire que j'ai trouvé des tas d'imposteurs qui sont des hommes qui se prétendent chirurgiens, pilotes, ils dirigent des aéroports, etc. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles prétendent? Elles se prétendent victimes de viol. Ce qui fait autant de bien au féminisme que l'affaire Martin Gray et autres ont fait au négationnisme. Au combat contre le négationnisme, malheureusement, ça fait des dommages. Mais non, ça ne fait pas des dommages. Je trouve que c'est un éclairage sur la façon que les femmes ont d'essayer d'exister, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui va les rendre intéressants, qu'est-ce qui va les valoriser, comment est-ce qu'elles vont toucher quelqu'un en étant une victime de viol. Je trouve que c'est terrible et terriblement triste. Plus largement, en étant victime, c'est là où on se rejoint. C'est-à-dire, oui, et en l'occurrence, mais elles sont victimes, de fait. Elles sont victimes. Les femmes sont victimes de la domination des hommes, donc c'est clair. Et donc en fait, je sais pas, j'ai trouvé que cette double catégorie des hommes qui sont chirurgiens et pilotes et des femmes qui sont victimes de viol ou en dit long en fait sur aussi la répartition en fait des victimes et des impostures. Moi, je trouve qu'il y a une dimension héroïque positive chez beaucoup prenons Micha là, qui a prétendu avoir survécu avec les loups. C'est pas seulement victime, c'est dire à quel point elle a été intelligente, vive comme petite fille, héroïque, tout comme Enric Marco, un homme qui catalan. S'invente toute une affaire de résistance et de camp de concentration sous le franquisme, finit par être le président de l'amicale de Mauthausen où il n'a jamais mis les pieds, même dans sa version à lui. Et évidemment, c'est au moment où il prend la parole lors d'une commémoration que tout le monde le sait, on l'empêche de prendre la parole et il y a une chute. Il y a à la fois la victime, mais il y a l'idée d'avoir une vie héroïque. Et donc, pardonnez-moi toutes les deux, mais je pense que les deux sont chez les hommes et les femmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec il faudrait faire une étude quantitative, mais avec le côté genré. Les femmes veulent être victimes, les mecs veulent être héroïques. C'est ce que j'ai constaté, en fait. Tout le monde veut être tout. Là, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas, concrètement, peut-être qu'en théorie, j'ai pas fait des statistiques, mais vraiment, de fait, si vous cherchez aujourd'hui des femmes mythomanes,
vous trouverez beaucoup plus de femmes qui se prétendent victimes et d'hommes qui se prétendent présidents de la République ou des héros, disons. Et pour séduire, parce que l'idée, c'est aussi de séduire. Ricardo, il veut séduire les femmes en étant photographe, médecin de guerre, etc. Et les fausses victimes du Bataclan, en fait, elles veulent attirer l'empathie, l'attention, l'intérêt. Et elles ne se prétendent pas pilotes d'avion, hein. Donc, et elles attirent de fait, elles rentrent dans un collectif, on s'intéresse à elles, etc. Donc, je trouve qu'il y a quand même... je me suis un peu embrouillée tout à l'heure, mais là, je trouve que ça devient un peu plus clair. Vous êtes très clair. Mais je crois que ça, et vous êtes d'accord, Astrid von Muski? Je crois que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, soit on dit que le nouvel héros, c'est la victime, on peut le dire comme ça, ou on peut dire que chez les individus coexiste quelque chose comme le désir d'être victime et d'être un héros. C'est particulièrement clair chez Henrique Marcot, qui est plus un bouffon d'ailleurs qu'un héros, mais où revient ce que vous disiez tout à l'heure, Sonia, sur le narcissisme. C'est-à-dire c'est un type narcissique avant tout. Ce qu'il veut, c'est faire la une. Et comment faire la une? Avec une histoire tragique à sa propre mesure, c'est-à-dire qu'il réinterprète une histoire tragique pour être l'arrière-fond, le théâtre de sa propre existence, tout en étant un héros parce qu'il a survécu et parce qu'il répand la bonne parole dans les écoles. Donc lui, il pratique aussi l'excuse pour service rendu. C'est-à-dire, je suis un faussaire une fois qu'il a été découvert, mais enfin quand même, j'ai fait un boulot extraordinaire. Je suis allée dans toutes les écoles d'Espagne pour raconter aux petits Espagnols qui n'y connaissaient rien ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il rattrape en quelque manière son mensonge par l'utilité publique. Il est un héros. C'est un héros. C'est un héros par de la la transmission. victimisation. Donc c'est une figure masculine. C'est une figure masculine. Mais on peut être héros et victime à la fois. C'est ce que je Justement. voulais C'est ça défendre, qui est moi. intéressant. C'est la victime qui permet de créer une figure héroïque aussi. Enfin voilà, c'est un peu entremêlé les deux. Alors je vais vous en donner une femme, un exemple, je veux dire. Je vais vous donner l'exemple d'une femme qui s'appelle Rachel Dolezal. Je suis pas sûre de bien prononcer. Elle est américaine. Elle est née en 1977. Enfin c'est très bien raconté par Astrid von Buskist. Elle et dans sa famille, des évangélistes, ils ont adopté 2 enfants noirs. Donc, elle a 2 frères noirs. Et puis, à un moment, elle pense qu'elle est noire aussi. Elle milite dans la fameuse NAACP, une grande association pour les colored people, comme on disait avant. C'est quelqu'un qui est une femme et qui se sent noire ou qui le fait croire. Écoutez. Are your parents, are they white? It all came crashing down for NAACP Spokane president Rachel Dolezal. Was she black or white? Are you black? Yes. Dans la culture noire, quand on dit qu'on est noir, personne ne se pose de questions. Mais avec le temps, j'avais commencé à remarquer des choses. Si vous mettez du maquillage foncé sans dire aux gens que vous êtes blanche, alors oui, vous jouez un personnage. Vous incarnez la figure qui correspond à votre conception d'une femme noire. Ce n'est pas être authentique. Je pense qu'elle croit en ses mensonges. Au bout de 5 ans de mensonges, elle en est arrivée à croire que ce qu'elle racontait était vrai. Elle a composé ce qu'elle imaginait d'une femme afro-américaine. La voir atteindre ce stade, je me dis, waouh, voilà une femme noire qui a vraiment réussi. J'ai l'impression que les choses s'arrangeront peu à peu, mais j'ai un peu perdu l'espoir que les choses redeviennent comme avant. Je ne pourrai plus jamais être moi-même. On me verra plus jamais comme une noire, mais comme celle qui disait qu'elle était noire. Comme une sorte d'entre-deux, de menteuse. Enfin bref. Extrait du documentaire de Laura Brownson de 2018, Rachel Dolezal, un portrait contrasté. Que faut-il en penser, Astrid von Buskist? J'ai une certaine tendresse pour elle parce que on s'est acharné sur elle avec une telle agressivité. Elle a été outée par ses parents évangélistes, donc dénoncée par ses propres parents. Eux-mêmes ont dit que c'était du pipeau, quoi. Voilà. Exactement, oui. Alors qu'ils avaient adopté toute une ribambelle d'enfants noirs que Rachel Dolezal ensuite a elle-même adopté, donc ses propres frères et sœurs.
C'est un cas très compliqué. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est que Rachel Dolezal, une femme, prof, spécialiste d'études afro-américaines, donc une femme lettrée, a un discours très clair sur la race et le racisme. C'est-à-dire, elle a un discours qui correspond à celui des sciences sociales. La race est un construit social, point. L'énigme étant, alors pourquoi vouloir être noir? Donc toujours la même histoire qu'on a déroulée tout à l'heure sur être victime membre d'une communauté opprimée. Ce qui est intéressant, c'est que on lui répond non, 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 non. C'est les groupes racisés ou les communautés de race. On lui répond mais non, les races ne sont pas une construction sociale. Ce dont on pourrait en déduire que les sciences sociales racontent des âneries, n'est-ce pas? Pourtant, on a été biberonné à ça et on y croit. Effectivement, dans mon esprit, une race est une construction sociale. Sauf que les groupes et les communautés lui répondent « mais absolument pas. Il y a une robustesse à notre communauté dont vous ne pouvez pas faire partie, tout simplement parce que vous n'avez pas l'ascendance et le phénotype. » Donc en fait, dès qu'on manie la race, on va revenir avec le biologique. Il fallait s'y attendre peut-être. Et on est dans une biologisation des identités. À force de manier le discours de l'identité, il fallait s'y attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Astrid von Bismarck? Je ne sais pas s'il fallait s'y attendre, mais je m'étonne quand même toujours de l'étanchéité des frontières. Alors je comprends qu'il y a une certaine rationalité à vouloir défendre la robustesse d'une communauté pour des questions toutes simples, par exemple de distribution de fonds publics. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez dans le recensement américain 15 items où vous pouvez vous identifier à N races, comme on dit, eh bien, les Noirs américains préfèrent défendre une catégorie qui est la catégorie non mixte, tout simplement parce que ça a des retombées immédiates sur la distribution de fonds publics et sur les aides mais spécifiques. pas seulement l'appropriation culturelle. Ah, ça c'est encore autre chose. Oui, mais pour le coup, c'est culturel, c'est pas Absolument. biologique. Alors, et là, c'est ça aussi qui lui reproche. Bien sûr, bien sûr. Ça, on peut l'entendre aussi. On peut tout à fait l'entendre. Le blackface qui est dans le son que vous avez passé, c'est exactement ça. C'est-à-dire le maquillage noir pour ressembler, c'est-à-dire mettre le costume comme exactement ce qu'on reproche à l'appropriation culturelle. Ça, je l'entends parfaitement. Je voulais attirer l'attention sur le gap, en quelque sorte, entre le discours que Rachel Dolezal, en tant que social scientist, produit elle-même, le discours que nous adoptons, et le discours qu'on leur oppose. Et ça dit quelque chose sur des frontières, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, assez infranchissables encore.